Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous allons pouvoir procéder à la première audition de ce jour, au cours de laquelle nous allons entendre Monsieur Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui devant notre commission d'enquête. Vous avez un parcours professionnel très riche. Aussi, je rappellerai simplement que vous suivez depuis longtemps maintenant les questions liées à l'enseignement supérieur, pour avoir été notamment en poste dans plusieurs cabinets ministériels et occupé des fonctions au CNRS et au ministère de l'Enseignement supérieur. Je vous soumettrai, Monsieur le ministre, quelques questions en guise d'introduction. Vous aurez ensuite la possibilité d'un propos liminaire, puis le rapporteur et les collègues qui sont ici présents pourront poser leurs questions. Comme vous le savez, nos travaux portent sur les mouvements islamistes en France et leur stratégie pour nouer des liens avec les élus nationaux ou locaux. Nous avons auditionné des chercheurs et des services de l'État, principalement de renseignement, mais également des acteurs de terrain comme des préfets ou des maires. Lors de ces auditions, il était souligné qu'une connaissance approfondie des mouvements islamistes était indispensable pour contrer leur influence. Or, de nombreuses personnes auditionnées nous ont signalé les difficultés à disposer d'études objectives, ainsi que les pressions exercées sur les chercheurs sur ces sujets. Plus généralement, il a pu être souligné que l'islam lui-même, en tant que culture et religion, était insuffisamment étudié. Ces constats sont aussi ceux du rapport sur les frères musulmans et l'islamisme politique en France, qui a été publié en mai dernier par le ministère de l'Intérieur. Donc j'aurais comme question liminaire, Monsieur le ministre, de savoir si vous faites ces mêmes constats, si vous vous retrouvez dans ces constats, et comment y remédier pour garantir aux chercheurs des conditions plus sereines pour mener leurs recherches et disposer d'une base de connaissances suffisamment solide et actualisée pour appréhender l'influence des mouvements islamistes. Par ailleurs, des actes d'intimidation à l'égard d'étudiants ou de conférenciers, ainsi que des actes de blocage de groupes minoritaires sont régulièrement dénoncés. Quelle action entendez-vous avoir face à ce type de comportement et quels échanges avez-vous avec les directeurs d'établissements sur ce point? En vous remerciant par avance pour les éléments que vous allez pouvoir nous communiquer, je vous invite, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, à prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter, Monsieur le ministre, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie et je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la députée, Messieurs les députés. Pour commencer cette audition, je voudrais partager avec vous une grande inquiétude, qui est la mienne. Inquiétude quand je vois de jeunes Français tenir dans les murs de leur université des propos antisémites. Inquiétude quand des personnes qui sont à peine sorties de l'adolescence, qui parfois sont dans leur université depuis quelques heures, quelques jours, peuvent se faire les porte-paroles de propos qui relèvent de l'apologie du terrorisme. Inquiétude de constater que notre jeunesse n'est parfois pas protégée des idées qui sont mortifères, qui traversent notre société, dans un lieu même dont la vocation est de former à penser en citoyens libres, en citoyens éclairés, en citoyens capables de débattre dans le respect et dans l'intelligence. Inquiétude certes, mais aussi une mobilisation que je crois être implacable de mon ministère en réponse à ces actes, et j'y reviendrai. Je comprends que la commission d'enquête que vous constituez et qui a choisi de m'auditionner a pour objet d'étude les liens entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et de réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste. J'ai naturellement été attentif à vos travaux, du moins ce rendu public évidemment, et c'est dans ce cadre qu'un lien a pu être fait avec la caisse de résonance naturelle des faits de société que constitue le terrain universitaire. Double caisse de résonance, si je dois filer cette métaphore, et c'est sur cette distinction que je vais essayer d'établir mon propos liminaire, dans l'objectif qu'il soit le plus utile à la Commission. Première résonance, parce que l'université, en tant que lieu où se fabrique la recherche, peut et doit contribuer, par son regard scientifique, à éclairer la réflexion de la représentation nationale et du public. Deuxième résonance qui existe, dans la crainte que la jeunesse étudiante soit particulièrement concernée par ces liens entre mouvements islamistes et mouvements politiques.
C'est sur cette distinction des deux dimensions de l'université comme lieu de recherche et d'enseignement pour la communauté académique d'une part, et comme lieu d'expression de la jeunesse étudiante, que je vous propose donc d'articuler ce propos liminaire. L'islam, l'islamisme et la radicalisation ont bénéficié, en tant que champ d'étude, d'un effort de recherche particulier depuis les attentats islamistes qui ont frappé notre pays depuis 2015. Cet effort a porté à la fois sur l'investissement et sur la structuration des champs disciplinaires, des champs de recherche, afin de répondre à des enjeux scientifiques, sociétaux et sécuritaires. Cette mobilisation, elle est passée par la création de nouveaux postes, le lancement d'initiatives spécifiques comme l'Institut français d'islamologie, la mobilisation conjointe du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec l'appui de financements nationaux et de financements européens. L'objectif fixé était alors clair, construire une recherche crédible, exigeante, indépendante sur l'islam, à l'abri des influences idéologiques et des réseaux. En une dizaine d'années, nos connaissances, je crois, se sont considérablement enrichies, notamment sur les courants issus de l'intégrisme musulman. Frères musulmans, salafisme, djihadisme recouvrent des notions dont nous connaissons mieux aujourd'hui les nuances, y compris en dehors d'un public de chercheurs très spécialisés. Pour autant, travailler aujourd'hui sur l'islam demeure une entreprise difficile. Les chercheurs spécialisés dans ces sujets sont soumis à une très forte pression politique et médiatique dans un contexte de polarisation croissante du débat public. Sans compter la peur d'être cible d'attentats, certains chercheurs ont été la cible de menaces de mort. C'est intolérable. Le ministère a vocation à mobiliser l'ensemble des instruments à sa disposition lorsque de tels faits se produisent. Article 40, bénéfice de la protection fonctionnelle, démarches de protection policière au ministère de l'Intérieur, mais également les outils disciplinaires qui sont à la main des établissements. L'attention politique et médiatique sur ces sujets d'études complexes constitue, je pense que nous devons le reconnaître, une difficulté supplémentaire. Par l'inévitable simplification qui est opérée au moment où les termes de cette recherche sont repris et exposés tant, évidemment, par nous, élus ou responsables publics, que par les médias. S'il n'est pas étonnant que certaines polémiques, souvent amplifiées par les médias, donnent une image déformée du champ, je veux rappeler que la diversité des interprétations sur la radicalisation ou sur l'islamisme ne discrédite en rien la recherche. Bien au contraire, le pluralisme scientifique, sur ce champ comme sur les autres, est une exigence fondamentale de la communauté académique qui repose sur la rigueur méthodologique, la confrontation argumentée et la liberté critique. La responsabilité des pouvoirs publics n'est pas de trancher entre des écoles de pensée, mais de garantir les conditions d'un débat scientifique sain, protégé le plus possible des pressions idéologiques ou communautaires et dans les limites très larges que la loi fixe à la liberté d'expression et aux libertés académiques en général. Et je voudrais citer le Collège de déontologie dans un avis qui a été rendu le 21 mai 2021. L'esprit sur lequel reposent les libertés académiques se caractérise par la tolérance, l'ouverture au débat, l'acceptation du pluralisme. Une approche scientifique suppose la rigueur des analyses et la prévention des conflits d'intérêts. C'est au regard de ces principes que s'apprécie tout le comportement des enseignants-chercheurs eux-mêmes, que les conditions d'organisation, tant le comportement des enseignants-chercheurs eux-mêmes que les conditions d'organisation de débat dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Et toujours avec le Collège de déontologie, citer un deuxième point, plus les sujets abordés sont sensibles, plus le respect de ces obligations appelle attention. La grande majorité des chercheurs travaillent dans ce cadre, hors de tout militantisme. Ils font leur travail qui consiste à produire des savoirs objectivés et rigoureux, loin des postures. Mon ministère s'est fortement engagé pour soutenir une recherche sur l'islam qui réponde à ces standards. L'État a consacré près de 6 millions d'euros depuis 2022 à la relance de l'islamologie, dans le cadre de l'Institut français d'islamologie. Le ministère de l'Intérieur a financé près d'une centaine de projets sur 10 ans, pour un montant, lui, de 3,4 millions d'euros.
Il est aujourd'hui nécessaire de mieux faire connaître ces travaux, de renforcer leur visibilité et de mobiliser davantage leur expertise, comme l'a recommandé le rapport du ministère de l'Intérieur sur l'islam politique et les frères musulmans dans sa partie consacrée à la recherche. D'excellents chercheurs se sont penchés sur le sujet de l'islamisme, venus des études sur le fait religieux, de la sociologie ou de la science politique. Mais c'est vrai, la France manque encore de spécialistes travaillant de manière privilégiée sur l'islamisme en France et son lien avec les partis politiques. Le programme Religis, annoncé en décembre 2024 et piloté par l'Université de Strasbourg, constitue à cet égard un nouveau levier stratégique. Il vise à analyser les transformations des interactions entre faits religieux et société dans le monde contemporain. En renforçant l'expertise française sur les transformations contemporaines du fait musulman et en adoptant une approche comparative et pluridisciplinaire, il peut contribuer à bâtir un savoir collectif, objectif, apaisé et durable sur l'islam dans ses multiples dimensions. Cela se suppose, je le répète encore une fois, de garantir le cadre adéquat à ces recherches. La liberté académique est un pilier de notre démocratie. Elle protège la recherche, la pluralité des idées et le débat contradictoire. Mais elle s'accompagne, et ce point est important, elle s'accompagne de devoirs qui engagent la responsabilité de chacun au sein de la communauté académique, des chercheurs, des enseignants aux étudiants. Garantir les libertés académiques et préserver la possibilité d'un débat scientifique ouvert, c'est un devoir fondamental. C'est aussi la meilleure manière de préparer les étudiants d'aujourd'hui à devenir des citoyens éclairés, capables de résister à tous les endoctrinements et d'entrer dans un dialogue fondé sur la raison plutôt que sur l'invective. Voilà, mesdames et messieurs les parlementaires, le premier aspect de mon propos liminaire. Ce n'est non pas le propos d'un chercheur engagé dans son champ d'études, ce n'est pas mon rôle, mais celui du ministre, qui, bénéficiant du recul et de la hauteur que mécaniquement doit être la sienne, peut vous dire que ce champ d'études existe dans le pays, qu'il est investi, et que mon ministère continue de tout faire pour que chaque chercheur puisse exercer dans ces conditions normales. L'université a depuis longtemps offert un terrain favorable à l'expression des opinions politiques, jusque l'extrémisme politique et l'hyper-radicalité. C'est aussi cette histoire longue que nous devons avoir en tête, alors que je souhaite poursuivre sur la question des liens qui s'établiraient au sein de la jeunesse étudiantine entre islamisme et mouvement politique. C'est précisément parce que je ne veux rien ni minorer ni esquiver que je crois essentiel d'avoir en mémoire certains jalons essentiels de l'histoire universitaire récente, je vous rassure, récente. La guerre d'Algérie, qui a concerné toute la jeunesse française par la conscription et par les débats qui ont enflammé la France, a été l'occasion d'une mobilisation importante qui a pu créer ce que des chercheurs ont désigné comme une véritable culture de la violence politique dans les universités. Quelques années plus tard, en 1966, Paris connaît une vingtaine d'affrontements violents en 15 jours entre groupes d'extrême gauche et groupes d'extrême droite. Les universités deviennent des champs de bataille idéologiques où l'on entre en militance par une détestation de l'autre. La violence politique étudiante à l'université n'est pas née avec les réseaux sociaux. Elle a un siècle d'histoire au moins. La jeunesse étudiante a en même temps été le terrain privilégié d'un effort explicite, d'un effort organisé, de conversion militante et d'influence. Durant 3 décennies, l'influence soviétique sur une grande partie du milieu universitaire français s'est exercée de manière systématique. Les travaux de Stéphane Courtois et de Marc Lazare ont mis en évidence la manière dont l'URSS s'est efforcée de peser sur les convictions d'une grande partie de la jeunesse, du financement d'organisations étudiantes, présentées comme indépendantes, à celui des échanges universitaires avec l'URSS. S'y ajoutait le contrôle de maisons d'édition, de revues universitaires, un système d'intimidation via la presse communiste qui lançait des interdits stricts contre les dissidents. La perte d'attrait, relative me semble-t-il, mais du modèle soviétique n'a pas fait disparaître les engagements militants. Ceux-ci ont simplement changé de référent, maoïste, trotskisme, anarchisme. Enfin, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais tout ça a une histoire profonde. La situation que je suis aujourd'hui amené à commenter devant vous s'inscrit dans une forme de continuité, tout en présentant évidemment plusieurs ruptures.
La première de ces ruptures, c'est la fragmentation des groupes militants. Entre les années 2010 et aujourd'hui, c'est-à-dire en une dizaine d'années, un peu plus, le modèle classique des grands syndicats et des mouvements de jeunesse des partis s'est effondré au profit d'une fragmentation extrême des groupes militants. Le point que je veux amener avec cet exemple, c'est qu'il est immensément complexe, pour ne pas dire impossible, de construire aujourd'hui une organisation capable d'essaimer sur tout le pays telle idéologie ou tel objectif militant avec l'efficacité que l'on prêtait jadis aux organisations étudiantes. Chaque école, chaque université, j'ai envie de dire chaque campus a ses propres structures qui peuvent, sous des noms semblables, regrouper des positionnements qui sont très éloignés les uns des autres d'un campus à l'autre. La deuxième de ces ruptures, c'est l'inversion du magistère moral. Jusqu'aux années 80, la parole venue de l'université... Monsieur le ministre, toutes mes excuses de vous interrompre. On a un problème de diffusion de l'audition, ce qui est problématique pour une commission d'enquête. On regarde d'un point de vue technique, je suis vraiment désolé de vous interrompre. Je vous en prie. Voilà, et on regarde que pour que ça puisse reprendre. Vous comprendrez que... Je vais reprendre mon souffle. Nous sommes contraints, voilà. Oui, tout à fait. Voilà, il suffisait de le dire. C'est réglé. C'est bon. Bon. Je vous en prie, monsieur le ministre, avec toutes nos excuses. C'était passionnant, il y avait des éléments. Mais vous pouvez reprendre effectivement sur ces ruptures. L'art de la répétition est toujours un... Mais bon. La deuxième de ces ruptures, donc après cette première rupture de fragmentation des groupes, hein, c'est un système monolithique, un système qui s'est quand même éminemment fragmenté, donc plus difficile à suivre et à comprendre. Deuxième de ces ruptures, c'est l'inversion du magistère moral. Jusqu'aux années 80, la parole venue de l'université pouvait sembler porteuse d'une lumière qui éclairait les débats de société. Très grands intellectuels, universitaires, avaient un impact politique qui était un impact politique majeur dans la société. Il me semble qu'aujourd'hui, le mouvement s'est un peu inversé. Et ce mouvement inverse à l'œuvre, ce sont des responsables politiques qui s'invitent parfois dans l'enceinte universitaire avec leur discours et, pour certains, leur radicalité. La troisième de ces ruptures porte sur les nouveaux thèmes du militantisme radical qui deviennent parfois très sectoriels, à rebours de ce qu'on appelait l'intersectionnalité des luttes, et particulièrement, je ne veux porter aucun jugement sur ce fait, sur les questions d'égalité femmes-hommes et de lutte LGBTQIA+. Ces nouvelles plateformes idéologiques sont très éloignées, et particulièrement les deux derniers sujets de la vision de la société que peut porter l'islamisme politique. C'est précisément ce que dit le rapport commandé par le ministère de l'Intérieur et opportunément diffusé en mai 2025, qui n'évoque que très marginalement les universités, contrairement à d'autres sphères de la société. Et je le cite, « Les interfaces entre la mouvance frériste et militantisme intersectionnel existent, mais restent à ce jour ponctuelles, du fait de divergences importantes, notamment sur la question LGBT, point de désaccord difficilement dépassable. Il existe cependant, et c'est le discours de transparence que je dois vous tenir, des militants radicaux qui pensent pouvoir établir un lien à partir d'une convergence de mobilisation, en particulier sur le conflit israélo-palestinien. Cette convergence se traduit par un antisémitisme tourné vers les étudiants juifs de France, souvent, ou par l'apologie du terrorisme, plus rarement cependant. Je pense que, vraiment, nous avons, nous, responsables politiques, la responsabilité de bien nommer les choses. Ce qui émerge en premier lieu aujourd'hui, ce n'est pas, je crois, l'entrisme, ce n'est pas l'islamisme ou tout autre terme médiatique un peu fourre-tout qui recouvre le problème par un amalgame dont aucune clarté ne peut ressortir. Quand il s'agit d'antisémitisme, c'est suffisamment abominable pour qu'on l'appelle par son nom. Quand il s'agit d'apologie du terrorisme, c'est suffisamment grave pour se suffire à soi-même. Tous les deux, antisémitisme et apologie du terrorisme, sont susceptibles de revêtir évidemment des qualifications pénales et font l'objet de la plus grande fermeté de ma part, de la part de l'ensemble du gouvernement et évidemment du ministère. Puisque c'est la dernière rupture que je veux aborder avec vous maintenant,
depuis les années 60, les outils à la main du ministère responsable de l'enseignement supérieur et de la recherche ont profondément évolué, de même que le droit français. La modification de la loi sur la liberté d'expression a permis de constituer les propos racistes et antisémites en délit ou en crime, sans parler de l'apologie du terrorisme, aujourd'hui considéré comme un crime par le Code pénal. Au sein même des universités, l'organisation a évolué pour que, sans remettre en cause les libertés académiques ou la franchise universitaire, le droit ne soit pas absent des campus, des amphithéâtres et des laboratoires. Les moyens dont disposent les présidents d'université sont ainsi beaucoup plus importants que par le passé. Et la loi que vous avez votée sur l'initiative des sénateurs Lévy et Fialaire, dont je salue encore une fois le travail pour lutter contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, continue d'y contribuer en renforçant les moyens de prévention et en donnant enfin des outils disciplinaires rapides et efficaces aux universités. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, Madame la députée, Messieurs les députés, l'essentiel de ce que je tenais à vous dire pour ouvrir cette audition. Oui, l'université est un des lieux classiques d'expression exacerbée du débat politique national. Oui, c'est le lieu où se forme notre jeunesse, où se fabriquent des consciences politiques. Oui, l'université est un lieu où se fabrique un savoir, une analyse, où la recherche peut éclairer des phénomènes sociétaux à l'œuvre. C'est dans ce cadre que peuvent survenir des tentatives d'influence ou d'ingérence. Le récent rapport de France Université, rédigé par Stéphanie Balme, le présente clairement. Le secteur français de la recherche et de l'enseignement supérieur est désormais exposé à des stratégies d'influence menées par des puissances étrangères qui peuvent franchir les limites de l'ingérence et affecter la souveraineté scientifique française. C'est vrai énormément dans le domaine des sciences dures, mais cela passe aussi par des tentatives d'inflexion sur les sciences humaines et sociales pour obtenir des récits favorables à tel ou tel État concerné, ou par diverses procédures bâillons afin de réduire l'attrait pour telle ou telle recherche. C'est dans ce cadre qu'il faut prendre des mesures pour renforcer l'appui déjà existant aux universités, en engageant une stratégie de prévention à grande échelle pour défendre davantage les libertés académiques, défendre davantage la recherche libre et le travail des enseignants-chercheurs contre toute tentative d'ingérence et, in fine, de déstabilisation. Le dialogue sur ces questions entre mes services, le ministère de l'Intérieur, le Quai d'Orsay, est constant et nous agissons en permanence, car le dernier message que je veux vous dire et que je veux rappeler encore une fois, c'est celui de la fermeté la plus absolue. Chaque fois que le ministère est saisi de ces cas, chaque fois que le ministère est saisi pour des faits d'antisémitisme, d'apologie du terrorisme, d'intimidation violente dans le contexte universitaire, face à tout acte ou toute manifestation d'idées ou d'idéologie contraire aux valeurs de la République, je montre, je crois, la fermeté la plus intransigeante. Chaque fois que je demande immédiatement au recteur concerné de saisir le procureur de la République par un signalement au titre de l'article 40, chaque fois, nous nous rapprochons systématiquement des présidences d'université pour nous assurer de la mise en œuvre des actions nécessaires. Et je tiens à saluer la position de principe de France Université de systématiquement s'associer comme partie civile. Lorsque je considère que c'est opportun, je saisis aussi l'inspection du ministère pour établir les responsabilités administratives. Ce travail de vigilance, je le mène aussi avec mes collègues évidemment de l'Intérieur et de la Justice. Avec le garde des Sceaux, nous sommes extrêmement attentifs à ce que les parquets s'assurent du suivi des signalements des faits intervenus dans les établissements d'enseignement supérieur. Avec le ministre de l'Intérieur, nous évaluons au cas par cas les menaces qui pèsent sur des individus concernés, sur les personnes menacées. Dès le moindre risque, nous sollicitons la protection appropriée pour des chercheurs, pour des enseignants, pour des présidents d'université. Je suis convaincu que le sujet qui nous rassemble mérite qu'on prenne le temps de poser les termes et de penser la situation avec l'exigence nécessaire. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce propos introductif dont vous me pardonnerez, je l'espère, la longueur. Je suis désormais à la disposition de la Commission pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Nous vous remercions effectivement pour ce propos liminaire qui était fourni et qui permet d'alimenter nos réflexions et peut-être nos questions. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le ministre, pour votre présence et pour ce propos liminaire tout à fait riche. Vous l'avez commencé d'ailleurs en partageant une inquiétude face à une sorte d'antisémitisme collectif qu'on peut voir gangréner au sein même de nos universités.
Et justement, donc à ce sujet-là, le 15 octobre dernier, une manifestation a eu lieu sur le campus de l'université Paris 8, au cours de laquelle une oratrice a fait applaudir les événements du 7 octobre. Rappelons quand même que les événements du 7 octobre, c'est 1219 personnes qui ont été massacrées et 251 personnes qui ont été prises en otage. Alors vous avez diligenté une mission d'inspection suite à ces faits et exprimé votre dégoût totalement légitime. Cette manifestation a été notamment organisée par la Fédération syndicale étudiante. Ce syndicat étudiant fait-il partie de vos interlocuteurs civils? Doit-il, à votre sens, le demeurer? Y a-t-il un lien entre ce syndicat et des mouvements politiques? Et si oui, lesquels? Y a-t-il d'autres organisations étudiantes qui posent problème pour des accointances avec des islamistes et qui seraient en lien avec des partis politiques? Et le fait que ces applaudissements aient été de toute évidence naturels, voire enthousiastes, vous paraît-il un épiphénomène ou au contraire comme le symptôme d'un état d'esprit plus répandu dans la jeunesse étudiante française? Monsieur le ministre. Oui, merci beaucoup pour cette question. Donc, effectivement, je voudrais rappeler effectivement les faits, enfin que vous avez rappelé, que vous avez résumé. Les vidéos effectivement circulent et sont disponibles. Je voudrais rappeler que effectivement, j'ai condamné publiquement les faits dans les, je pense, quelques heures qui ont suivi la diffusion de cette vidéo, qu'effectivement un article 40 a été immédiatement lancé, que des poursuites ont été entamées. Le garde des Sceaux a immédiatement aussi fait une circulaire de politique pénale qui a permis aussi de compléter les dispositifs existants, et que à côté de ça, effectivement, une mission d'inspection a été diligentée, qui avait donc 3 semaines pour répondre aux questions qui lui ont été posées, et j'aurai les résultats dans une dizaine de jours. Donc il est malheureusement un tout petit peu tôt pour répondre aux questions qui ont été spécifiquement posées sur la nature exacte, sur qui était responsable de quoi, quel syndicat, etc. Mais évidemment, j'aurai ces résultats dans une dizaine de jours, et évidemment, nous tirerons toutes les conséquences des conclusions de l'inspection générale. Sur la question de savoir si c'est un épiphénomène ou pas, j'ai envie de dire, vu le nombre de personnes dans la salle, on ne peut pas résumer ça à un épiphénomène. Enfin, j'aurais envie de dire, et quand bien même, on voit bien qu'aussi la multiplication des actes qui sont des actes antisémites qu'on a vus, qui sont parfois plus individuels que ceux-là, évidemment, c'est un phénomène qui existe. Je crois que malheureusement, ce n'est pas un phénomène qui est un phénomène universitaire, cette question, enfin, qui est plutôt spécifiquement universitaire. C'est un phénomène que nous avons et sur lequel nous devons lutter contre ces sujets-là dans toute la société. Et ce qu'on observe aujourd'hui dans les universités, et je pense que les faits qui nous sont remontés sont d'ailleurs malheureusement qu'une petite partie de l'ensemble des actes antisémites qui ont lieu quotidiennement. Et quand je reçois les représentants des étudiants juifs de France ou de jeunes simplement, on perçoit cette souffrance aujourd'hui. Et donc malheureusement, non, je ne pense pas que ce soit un épiphénomène dans la société française. Et donc effectivement, c'est pour cela que nous sommes mobilisés au quotidien, systématiquement, pour lutter, pour dénoncer et pour aussi demander à ce que les sanctions soient prises de la manière la plus efficace possible. Et c'est bien pour ça, pardon, je reviens encore une fois sur la loi Lévy-Fialaire, hein, c'est bien pour ça aussi qu'on a beaucoup travaillé avec les sénateurs et avec le Parlement, évidemment, pour que cette loi permette à la fin d'avoir des dispositifs qui soient les dispositifs les plus efficaces possibles pour répondre en termes de sanctions disciplinaires très rapidement aux faits antisémites qui peuvent avoir lieu dans les établissements. Merci, Monsieur le ministre. Si Monsieur le rapporteur le permet, simplement, quand il y aura la publication du rapport que vous avez diligenté, est-ce qu'il sera possible d'avoir des éléments qui sont le plus rapidement possible, puisqu'on va être contraints, nous, dans les délais de préparation de notre rapport, et de telle façon à ce qu'on puisse... Oui, je pense qu'on sera en mesure, effectivement, de vous fournir des éléments. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le ministre. J'allais vous demander la même chose.
Certains enseignants-chercheurs que nous avons auditionnés nous ont expliqué qu'ils se sentaient en insécurité au sein des universités. D'ailleurs, lors de leurs auditions, on a pu apercevoir comme une vraie frayeur face à des intimidations et des menaces répétées dont ils font l'objet. Comment expliquez-vous cette grave entorse à la liberté académique et à la liberté d'expression en général? Quels sont vos pouvoirs réels avec les présidents d'université pour faire respecter la liberté académique et la liberté d'expression, qui sont des piliers de notre République? Et pensez-vous que le législateur doit intervenir pour renforcer encore la législation en vigueur? Alors, déjà, pour commencer par une position de principe, c'est qu'il est inacceptable que des enseignants-chercheurs soient empêchés d'assurer, par exemple, leurs cours ou leurs conférences. Pardon, c'est une évidence, mais il faut juste le rappeler. J'ai été, je crois, extrêmement clair et extrêmement ferme à ce sujet, notamment dans l'affaire concernant M. Balanche, qui est maître de conférence à l'université Lyon 2. La liberté d'enseigner et de débattre, elle fait partie des fondements de l'université, et c'est vrai, évidemment, dans tous les établissements. Quand cette liberté est remise en cause, nous devons être intransigeants. Je le suis. Dans le cas du professeur Balanche, un article 40 a été déposé, une protection policière lui a été proposée, et le ministère s'est constitué partie civile. Dans certains cas, des présidents d'université ont été amenés à ne pas autoriser la tenue d'un événement dans les murs de leur établissement, et ce, pour des raisons d'ordre public. L'appréciation des dangers pour l'ordre public, ça relève effectivement de l'université, du chef d'établissement, dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir de police et dans le respect du principe de proportionnalité. Pourquoi est-ce qu'effectivement il y a cette capacité d'interdire des rassemblements ou des événements? C'est simplement dans le but de garantir la sécurité de tous les participants, dont les enseignants-chercheurs, qui peuvent être amenés à s'exprimer. Et donc, quelque part, c'est aussi logique qu'il y ait cette possibilité. Ces décisions, elles sont prises en toute transparence et peuvent faire l'objet, je le rappelle, de la part des organisateurs, de recours devant le tribunal administratif. C'est pas, enfin, là aussi, je veux dire, c'est important de le rappeler. Alors, peut-être derrière, en fait, la question, il y a peut-être, au risque peut-être d'anticiper d'autres questions, mais c'est la question du pluralisme aussi qui se pose derrière et j'entends parfois dire que le pluralisme aurait disparu au sein d'un certain nombre de départements ou sur un certain nombre de sujets. Je voudrais dire, par exemple, sur le sujet de l'islam, hein, que on a quand même de nombreuses instances et des projets qui témoignent concrètement, à commencer par le Conseil scientifique de l'Institut français d'islamologie, celui de l'appel à projet Islam et Société, porté par le Bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur. Il y a quand même des dispositifs qui montrent qu'il y a quand même beaucoup de pluralité et de financement qui permettent aussi de porter ces sujets et de représenter la diversité des courants, et donc derrière aussi avoir la diversité des débats scientifiques. Voilà. Peut-être revenir aussi sur un instant sur le fait que quand on a des chercheurs qui peuvent être entravés au sein de l'université ou dans leur laboratoire, il y a quand même des voies de recours qui existent, qui sont aujourd'hui efficientes. Je voudrais rappeler aussi qu'il y a le Collège de déontologie de l'enseignement supérieur et de la recherche qui vise à garantir un équilibre en permanence entre les libertés et puis les responsabilités et l'intégrité scientifique de l'autre. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, le cas d'un ancien directeur de recherche du CNRS, réputé proche des frères musulmans, a pu être évoqué devant notre commission. La personne auditionnée était d'ailleurs venue avec une photo de cette personne qui participait en tant que membre à un conseil des frères musulmans. Est-ce un cas isolé pour vous? Un phénomène d'entrisme islamique vous semble-t-il exister dans les lieux de recherche et d'enseignement supérieur? Si oui, quelles actions mettez-vous en place pour y faire face? Est-ce que ces informations vous sont remontées? Et lorsqu'elles sont remontées, comment peut-on laisser des profils de ce genre en place pendant tant d'années? Monsieur le ministre. Oui, alors bon, on est sur un cas particulier, donc je ne vais peut-être pas faire trop de commentaires spécifiquement sur un cas spécifique qui, sauf erreur de ma part, est un directeur de recherche qui n'est plus en exercice aujourd'hui. La question, peut-être revenir sur la question derrière, en fait, des ingérences.
La France, elle est particulièrement ciblée par des ingérences qui sont des ingérences étrangères. L'enseignement supérieur et la recherche, ils constituent à la fois un vecteur et puis une cible naturelle, parce que derrière, en fait, l'enseignement supérieur, il y a la capacité de toucher, en fait, à un public très, très large, que sont les étudiants. Et donc, évidemment, il y a des opérations qui peuvent être des opérations d'ingérence qui sont susceptibles d'entraîner des effets qui sont négatifs très importants, particulièrement vis-à-vis de la communauté académique. Je l'ai déjà indiqué, le rapport de France Université le présente très clairement. Le secteur français de la recherche et de l'enseignement supérieur, il est exposé à des stratégies d'influence qui sont menées par des puissances étrangères. L'acte d'ingérence, il est défini comme un agissement qui est commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d'une puissance étrangère. Il est défini de manière extrêmement claire. Et la commission d'enquête sénatoriale sur les politiques publiques face aux opérations d'influence étrangère, qui avait auditionné à l'époque le MENSR en 2024, avait quand même établi assez clairement un certain nombre de faits et avait fait le constat d'une forte exposition de la France aux menaces, à des menaces qui sont des menaces hybrides. On essaye de dresser l'état des lieux de ces différentes tentatives d'ingérence. 5 axes de travail ont été identifiés: la vie de campus, la recherche, la valorisation économique, la coopération et les échanges internationaux. Alors certains de ces axes sont plus ou moins adaptés, évidemment, à la question dont on parle aujourd'hui autour des frères musulmans, etc. Mais on est bien au cœur du sujet qui est là aujourd'hui. Voilà. Oui, le directeur de recherche, qui est donc émérite depuis 2021, en question, il a été effectivement, je crois, relaxé par la justice sur ses propos choquants, mais sur ses propos. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, vous parlez d'ingérence. Certaines de nos auditions ont révélé des ingérences qui proviendraient de l'Iran. Est-ce que vous avez ces mêmes informations? Est-ce que vous pouvez nous les confirmer? Et quels sont les dispositifs que vous pouvez mettre en place pour lutter contre ces ingérences concrètement? Bon, alors, je crois qu'effectivement, les services spécialisés... Alors, encore une fois, quand on parle d'ingérence, je voudrais quand même rappeler que la très grande majorité des questions, quand on a des puissances étrangères qui s'intéressent aux universités, sont essentiellement sur des sujets qui sont des sujets d'intérêt pour des dispositifs techniques, ce qui n'empêche pas, ce qui ne réduit pas la question qu'on a là. Mais c'est... Alors, les services, s'agissant de l'Iran, les services spécialisés sont évidemment alertés. L'attention des fonctionnaires de sécurité et de défense des établissements a été évidemment appelée de nombreuses reprises sur ce type de phénomène. Des réflexions sont menées pour permettre une meilleure sensibilisation des acteurs, des étudiants, aux chefs d'établissement, sur ce type de sollicitation, sur ce qu'ils peuvent avoir au quotidien, le type d'approche. Et du fait des problématiques sécuritaires en Iran et des restrictions sur les missions scientifiques dans ce pays, les services spécialisés, enfin le SDS, pardon, le fonctionnaire de défense et de sécurité examine très peu de coopération scientifique institutionnelle entre un établissement d'enseignement supérieur de recherche français et une institution iranienne. Ainsi, sur les 4 dernières années, il y a eu seulement 10 avis, ce qui correspond à 0,5% ou un petit peu moins des projets de coopération internationale qui ont été soumis au SDS. Donc ce que je veux dire, c'est que la part de travail qui a lieu aujourd'hui encore avec les institutions iraniennes sont très faibles. Monsieur le rapporteur. Merci. Alors, le rapport publié en mai dernier souligne qu'il apparaît indispensable de renforcer la recherche française sur l'islam et l'islamisme. Celle-ci serait, je cite, insuffisamment investie et extrêmement clivée. Or, pour sensibiliser les élus et plus généralement le public aux risques que représentent les mouvements islamistes, il faut mieux connaître l'islam pour distinguer les demandes légitimes de certaines communautés de celles manifestant une forme de séparatisme ou d'entrisme. Êtes-vous d'accord avec cette préconisation et comment la mettre en œuvre, notamment quand on sait les difficultés qu'ont certains de vos enseignants-chercheurs à faire des recherches sur ce domaine, à trouver aussi des étudiants pour les épauler sans faire l'objet d'intimidations, de menaces, etc. Monsieur le ministre. Absolument. Et ce que vous dites est vrai, j'aurais envie de dire, quelle que soit l'option ou la chapelle des enseignants-chercheurs, des chercheurs ou des étudiants. Hein, on a effectivement constaté cette difficulté à plusieurs reprises.
Bon, je voudrais rappeler que l'islamisme, la radicalisation, ces sujets-là ont bénéficié depuis 2015 d'un vrai effort de recherche additionnel. C'est un petit peu ce que j'ai dit dans mon propos liminaire. Pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, cette mobilisation, elle est passée par la création de nouveaux postes, le lancement d'initiatives spécifiques comme l'Institut français d'islamologie, la mobilisation conjointe de mon ministère, mais aussi de celui du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, des financements nationaux et des financements européens qui se sont additionnés pour travailler sur ces questions-là. D'excellents chercheurs se sont penchés sur le sujet de l'islamisme, venus des études sur le fait religieux, de la sociologie ou de la science politique. On n'a peut-être pas encore suffisamment de spécialistes qui travaillent spécifiquement sur le lien entre islamisme et partis politiques, c'est vrai. Je pense qu'il faut mieux faire connaître ces travaux, renforcer leur visibilité, mobiliser les expertises. Et ça a été effectivement recommandé par le rapport du ministère de l'Intérieur sur l'islam politique et les frères musulmans, dans la partie que vous avez mentionnée, consacrée à la recherche. Donc j'ai mentionné aussi dans mon introduction le programme Religiste de l'Université de Strasbourg, qui est un vrai État. Je voudrais rappeler une vraie avancée. Et je voudrais rappeler que l'État a consacré 6 millions d'euros depuis 2022 à la relance de l'islamologie. Et du côté intérieur, c'est 3,4 millions d'euros. Alors après, tout ça, derrière, il y a aussi la question du temps de recherche. C'est-à-dire que entre le moment, c'est vrai quand vous faites de grands programmes technologiques ou de grands programmes scientifiques, mais c'est vrai aussi en sciences humaines et sociales, entre le moment où ces financements sont lancés, sont décidés, le moment où les travaux sont lancés, les thèses se mènent, les post-doctorats sont lancés, il y a un temps qui est important et qui est significatif. Voilà, et après, je pense qu'il est important aussi, je reviens un instant, sur le fait que... et on partage bien l'objectif du rapport du ministère de l'Intérieur sur le fait qu'il faut informer le grand public sur la réalité des phénomènes qui sont liés à ces questions-là. Et évidemment, cette information, elle doit passer par une analyse qui est une analyse scientifique qui doit être la plus rigoureuse, la plus scientifique, la plus indépendante et aussi la plus pluraliste possible sur ces questions-là. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important. Moi, il me semble que ce serait intéressant qu'on arrive à avoir un rapport annuel sur les radicalités religieuses qui permettrait d'éclairer ces différents faits, à commencer évidemment par le sujet que vous mentionnez. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Ministre. L'été dernier, vous déclenchiez une polémique en déclarant que le terme islamo-gauchisme n'existait pas, en tout cas pas de manière structurée et visible. Celle qui était alors votre ministre de tutelle, Elisabeth Borne, s'était opposée à cette déclaration en jugeant, je la cite, que ce courant existe dans la société, donc nécessairement à l'université. Ce sont des gens d'extrême gauche qui considèrent que les musulmans sont une force électorale, qui le courtisent en encourageant le communautarisme et en banalisant l'islamisme radical. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette déclaration? Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'islamo-gauchisme de manière structurée? Alors, ce que j'ai dit, merci de me permettre de recontextualiser ce sujet. Voilà. Ce que j'ai dit, c'est que c'est exactement ce que dit le rapport qui a été commandé et publié par le ministère de l'Intérieur, qui n'évoque que très marginalement les universités et qui, évoquant une jonction entre les deux termes que vous mentionnez, précise, je vais rappeler cette phrase qui me semble être importante, les interfaces, donc je cite le rapport, les interfaces entre mouvances fréristes et militantisme intersectionnel existent, mais restent à ce jour ponctuels du fait de divergences importantes, notamment sur la question LGBT, point de désaccord difficilement dépassable. C'est bien là mon propos. Et je le complète aujourd'hui, comme je l'ai complété avant l'été, en vous disant que oui, il existe des militants radicaux qui pensent pouvoir établir ce lien. Et c'est exactement ce qu'a dit Elisabeth Borne, avec laquelle il n'y avait aucune dissension. Qui pensent pouvoir établir ce lien à partir d'une convergence de mobilisation, en particulier sur le conflit israélo-palestinien, et tout ça se traduit derrière par un antisémitisme dont j'ai déjà parlé vers les étudiants juifs de France, souvent, ou par l'apologie du terrorisme. Et je vous le redis, nous avons une responsabilité politique, et une responsabilité politique qui est forte, et une responsabilité de bien nommer les choses. Et je pense que quand il s'agit d'antisémitisme, il faut parler d'antisémitisme, et quand il s'agit d'apologie du terrorisme, il faut le dire et il faut donner les bons mots.
Et je crois que de ce point de vue-là, non seulement je l'ai dit, mais j'ai aussi combattu avec la plus grande fermeté chacun de ces actes. Antisémitisme comme apologie du terrorisme, c'est des qualifications pénales et ils font l'objet systématiquement de la plus grande fermeté de ma part. Merci, monsieur le rapporteur. J'entends votre réponse, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, monsieur le ministre, que dans les temps actuels, ces points de désaccord sont dépassés, peut-être momentanément? Mais je ne crois pas qu'il y ait de points de désaccord. Non, mais les points de désaccord qui existent au niveau des tendances fréristes et islamistes et les courants qui sont effectivement plutôt dans une logique de LGBT, etc. On voit bien que les désaccords qui vous indiquez vous semblent, et c'est le rapport aussi du ministère de l'Intérieur, difficilement dépassables. En ce moment, on a l'impression qu'il s'est mis entre parenthèses dans une convergence de lutte qui s'exprime. Je pense que ce sujet-là, il dépasse la question. Enfin, c'est pas un sujet universitaire, c'est un sujet politique. Enfin, c'est un sujet politique beaucoup plus global. Est-ce qu'il y a des partis politiques qui aujourd'hui cherchent à dépasser cette espèce de divergences qui sont, moi, il me semble quand même structurellement indépassables. Mais oui, je veux dire, enfin, c'est évidemment. Enfin, il suffit d'ouvrir les yeux. On voit bien qu'il y a des partis politiques qui essayent de faire cette convergence. Je dis juste simplement que quelque part cette question-là est une question qui est une question politique, donc qui concerne toute la société, mais qui n'est pas du tout une question qui est spécifique à l'université. J'entends bien qu'elle ne l'est pas, mais les manifestations qui ont lieu actuellement dans l'université montrent que le dépassement se fait en tout cas à l'occasion de ces manifestations. Et c'est dans l'université. C'est pas ce que dit le rapport, qui est le rapport qui n'est pas mon rapport, qui est le rapport du ministère de l'Intérieur, qui dit quand même un peu le contraire. Mes chers collègues, Madame Yadan, Monsieur Odoul, ensuite vous aurez également une question. On va commencer par celle de Madame Yadan. Merci. J'aurais peut-être deux questions, Monsieur le Président. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci pour vos mots, pour la clarté de vos explications et pour la fermeté dans vos propos dont on ne doute pas un seul instant. Moi, je voudrais revenir sur plusieurs événements, d'abord à Paris 8 et ensuite à Lyon 2, et puis aussi à ce qui est en train de se passer en termes d'apaisement des conflits, on va dire, à Sciences Po, et la méthode utilisée par Sciences Po pour faire face justement à faire face aux événements également qui ont lieu dans les autres universités. Paris 8, mon collègue rapporteur vous en a déjà parlé, on l'a déjà évoqué, donc cet événement du 15 octobre qui a provoqué une stupeur, une réelle stupeur. Il se trouve que l'alerte avait été donnée non seulement par la production d'affiches qui mettaient en avant Mariam Aboudaka, qui est un cadre du FPLP, mouvement reconnu comme terroriste par plusieurs États, mais également par une présence annoncée, qui n'a pas eu lieu en définitive, mais annoncée quand même, de Georges Ibrahim Abdallah, qui a été condamné, je vous le rappelle, à perpétuité pour complicité d'assassinat terroriste. Et donc, il se trouve qu'en plus, la direction avait été informée par une association luttant contre l'antisémitisme, avec une volonté qu'un commissaire de justice, ancien huissier, puisse venir procéder à un constat. La direction a refusé et donc cette direction était parfaitement informée des faits en question. Donc vous avez évoqué l'enquête qui a lieu, qui rendra ses conclusions dans une dizaine de jours. Ma question est la suivante. Est-ce que cette enquête porte également sur les responsabilités des organisateurs de cet événement et notamment de la Fédération syndicale étudiante? C'est une chose, mais est-ce que cette enquête portera également sur la responsabilité des dirigeants de l'université? Et donc, voilà, pour que cette responsabilité-là, si elle est mise en cause, et à mon sens elle l'est, soit suivie des faits, ça c'est d'une part, et d'autre part, par rapport à ces événements de Paris 8, quid de la suite en termes de peut-être de formation,
mais de suite par rapport aux étudiants qui ont assisté à cet événement, qui ont manifesté j'allais dire une jouissance terrible face aux événements du 7 octobre, qu'on retrouve d'ailleurs, c'est cette même jouissance qu'on perçoit chez les terroristes même du Hamas quand ils ont procédé au massacre du 7 octobre. Lorsque des étudiants jubilent face au massacre du 7 octobre, est-ce qu'il y a une suite en termes de formation ou d'explication, à tout le moins, qui va être donnée à ces étudiants? Donc, à la fois, est-ce qu'il y a une responsabilité de l'université qui va être recherchée, et d'autre part, quid de la suite par rapport aux étudiants qui ont participé à cet événement absolument terrible? Merci. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Bon, je vais encore une fois, effectivement, comme je vous l'ai dit, hein, donc le choc des images. Quelques heures, 2 heures après, je pense que j'ai dû faire un communiqué ou un message exprimant effectivement mon profond dégoût. De mémoire, j'ai convoqué le président de l'université le lendemain dans mon bureau pour que justement il m'explique ce qui s'est passé. Et puis, en parallèle, 2 enquêtes qui ont été lancées. Une enquête pénale par le procureur de Bobigny, de mémoire, là aussi. Et puis, d'autre part, une enquête que j'ai diligentée, qui est une enquête administrative et qui vise évidemment à établir l'ensemble des responsabilités, y compris les responsabilités internes. Est-ce que... Je ne vais pas préempter les résultats de l'enquête, mais je ne vais pas non plus me cacher derrière quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a eu dysfonctionnement? Je veux dire, à la fin des fins, je ne sais pas ce qui s'est passé, et c'est à l'enquête d'établir les faits, mais à la fin, on a des étudiants, enfin un syndicat qui a invité un certain nombre de personnes pour tenir des propos qui sont des propos abominables au sein d'un amphithéâtre d'une université de la République. Donc, il me semble que ça caractérise un dysfonctionnement. Maintenant, je laisse à la commission d'enquête simplement le temps d'établir les faits. Bon, voilà. Peut-être, si vous le voulez bien, un petit mot sur le cadre général qui est un petit peu applicable aux étudiants aujourd'hui, à la fois ce qui est applicable aujourd'hui pour les étudiants. Les contraintes qui sont aujourd'hui imposées aux associations étudiantes et aux organisations syndicales sont celles qui sont, je vous renvoie à un avis du Collège de déontologie du ministère du 19 juin 2024, qui est relatif au cadre de la coopération scientifique et technologique internationale des universités et au rôle et à la place de l'université dans l'organisation des débats publics. Et aussi sur les libertés académiques. Il me semble que pour autoriser une manifestation, il y a 4 critères qui sont mis en avant aujourd'hui par le Collège. Les manifestations, elles ne peuvent pas être autorisées si elles vont au-delà de la mission de l'établissement. C'est-à-dire si elles perturbent le déroulement des activités d'enseignement et de recherche, si elles troublent le fonctionnement normal du service public, ou si elles risquent de porter atteinte à l'ordre public. Donc, pour ça, c'est quand même les 4 critères qui, quelque part, devraient un petit peu border le principe d'accepter telle manifestation ou telle autre de la part d'une université. Et je pense qu'il faut revenir là-dessus, il faut réexpliquer le sujet, rediscuter avec les présidents de l'université, mais qui suivent ça avec beaucoup de vigilance et beaucoup d'attention. S'agissant, je reviens encore sur un point que vous avez mentionné, s'agissant de la formation des étudiants, vous savez que c'est aussi un point qui est dans la loi Lévy-Fialaire, qui est un point qui est important. Est-ce qu'il faut aller au-delà? Est-ce qu'il faut aller sur une formation de tous les étudiants, systématiquement, sur ces questions autour de l'antisémitisme? Mais d'autres sujets aussi doivent pouvoir s'y raccrocher, je crois, autour du racisme, autour des violences, un certain nombre de violences. Je pense que c'est une question que moi je regarde avec intérêt. On n'y est pas à ce stade. Mais je trouve que c'est une vraie question qui mériterait d'être posée et d'être débattue. Merci, Monsieur le ministre. Madame Biella, vous aviez une deuxième question. Alors, je voudrais revenir sur le cas de Lyon 2, l'université de Lyon 2.
pour rappeler plusieurs faits, et notamment le premier qui peut remonter au 5 octobre 2023. Le 5 octobre 2023, une conférence intitulée « Colonisation et apartheid israélien, quel avenir pour les Palestiniens ?» s'était tenue en présence de Mariam Aboudaka, qui est cadre, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et d'ailleurs qu'on a retrouvé ensuite à Paris 8, hein, qui est cadre du Front populaire de libération de la Palestine, donc la fameuse organisation reconnue comme terroriste par plusieurs États. Et il se trouve qu'il y avait eu une alerte aussi, une annonce qui avait été faite de la non-acceptation d'une personne telle que Mariam Aboudaka. Et alors même que la présidence avait accepté et n'avait pas voulu interdire sa présence, la préfecture avait été saisie, était intervenue pour que la présidente demande aux organisateurs de retirer cette personne du programme. Il était donc entendu qu'elle ne devait pas entrer à l'université. Pour autant, non seulement elle est entrée à l'université, mais elle a participé à cette conférence, non pas à la tribune, mais dans le public, et elle a pu déverser son idéologie dans le public. Et il se trouve qu'il n'y a pas eu de suite à cet événement d'un point de vue disciplinaire, d'un point de vue des sanctions entreprises, et surtout par rapport à l'autorisation implicite à ce moment-là de la présidente de l'université, qui depuis 2024 n'exerce plus à Paris, à Lyon 2, pardon, mais est montée en grade, voilà, et donc, puisqu'elle coiffe aujourd'hui tous les établissements d'enseignement supérieur de Lyon-Saint-Étienne. Donc, ça, c'est le premier événement. Il y a eu, évidemment, le 7 octobre, et... le 7 octobre, et ensuite, vous en avez parlé, monsieur le ministre, le géographe professeur Fabrice Balanche a été contraint d'interrompre son cours et de quitter l'amphithéâtre face à une quinzaine d'individus masqués, scandant racistes, terroristes, sionistes et vous les terroristes. Il y a donc une plainte qui a été déposée, vous l'avez dit, suite à cet événement du 1er avril 2025. Pourtant, il semble que l'université n'ait pas été en mesure de donner un seul nom des étudiants qui ont pu participer à cet événement, alors même que ce sont apparemment les mêmes étudiants qui avaient demandé des locaux, notamment pour la fin du Ramadan. Et qui avait fait la demande d'une salle de prière. Donc, est-ce que vous avez des nouvelles suite à cette plainte-là? C'est ma première question. Et ma deuxième question par rapport à Lyon 2, c'est le cas de l'ex-vice-président de cette même université, un ex-vice-président qui est connu pour avoir exprimé sa sympathie pour le Hezbollah sur les réseaux sociaux, pour avoir glorifié la mémoire de Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah. Il a dit, je cite, « Il a gravé les échelons du Panthéon de nos cœurs ». Donc, il a démissionné de son poste de vice-présidente, mais il continue d'enseigner. Il continue de siéger au conseil d'administration de l'université et même, et c'est là ma question aussi, d'animer un séminaire prétendument scientifique en lui conférant une apparence académique qui est en fait liée à une idéologie sur que nous enseigne la Palestine avec des intervenants qui sont extrêmement problématiques, organisés avec le laboratoire Triangle, donc avec le soutien du CNRS, de l'ENS Lyon, de Sciences Po Lyon et de l'université Jean Monnet, donc sur des fonds publics. Comment peut-on expliquer qu'un tel séminaire, qui sous des apparences savantes réduit en fait un conflit tragique à une cause idéologique, puisse se tenir en érigeant l'antisionisme en dogme et provoquant ensuite la haine des Juifs dans ces universités, dans ces mêmes universités, puisque évidemment tout est lié. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Avant de vous laisser
laissant de répondre, Monsieur le ministre, simplement indiquer que quand il y a une enquête judiciaire, notre commission d'enquête n'interfère pas à l'intérieur de l'enquête elle-même, hein, c'est bien sûr. Donc ce qui relève de la justice relève de la justice. Par contre, ce qui relève de votre ministère, c'est effectivement des éléments sur lesquels nous n'intervenons pas dans une enquête judiciaire. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la députée, Monsieur le Président, pour ce rappel. S'agissant de l'organisation des événements, je voudrais rappeler le principe de la franchise universitaire. La franchise universitaire, ce n'est pas un concept qui est nouveau, et donc, quelque part, un grand pouvoir qui est laissé aujourd'hui au Président. Ça ne veut pas dire pour autant que ce pouvoir s'exerce n'importe comment et selon n'importe quel cadre. Et donc, j'ai eu très souvent l'occasion de discuter avec les présidents d'université, les directeurs de composantes qui sont directement exposés à ces questions. Je voudrais quand même juste rappeler qu'on est en train de parler de quelques établissements qui sont effectivement très exposés à ces questions, à ces faits-là. Pas du tout pour minorer ces faits qui sont totalement inacceptables. Juste rappeler qu'on a 70 universités, 150 écoles d'ingénieurs, autant d'écoles de commerce, etc. Et que, quelque part, il faut aussi, à un moment donné, avoir aussi une vision globale de l'ensemble du secteur. Mais donc, là où il y a des difficultés, effectivement, on a resserré les liens avec les présidents d'université, rediscuter justement des principes dans le cadre de leur autonomie et de cette franchise universitaire pour qu'ils jouent pleinement leur rôle, tout en faisant respecter évidemment la loi. S'agissant du cas de Fabrice Balanche, effectivement, le 1er avril, il était interrompu au cri de racistes, sionistes, c'est vous les terroristes. On a porté plainte immédiatement, le ministère, manifesté le soutien le plus total à ce professeur. Je l'ai appelé, je crois, dans les jours ou les heures qui viennent, enfin qui suivaient l'événement, assurer qu'il puisse reprendre ses cours. Je voudrais rappeler de mémoire les étudiants les personnes qui avaient crié et qui avaient interrompu le cours étaient masquées. Il y a une enquête qui est menée par une enquête judiciaire. Et donc, quelque part, l'identification de ces personnes, c'est quand même très difficile à faire. Donc, c'est-à-dire que, quelque part, le travail, il est mené aujourd'hui. Il faut attendre les résultats de cette enquête. Et je veux dire, derrière d'éventuelles sanctions qui pourraient avoir lieu disciplinaires, et qui là me semblerait être assez mécanique si ça devait être des étudiants qui étaient identifiés, il faut bien les identifier d'abord. Je veux dire, les personnes en question, en tout cas moi à ce stade, je ne dispose d'aucun nom ou d'aucun élément. Voilà. Peut-être revenir maintenant un instant sur le cas du vice-président Beauvalet. Qui était vice-président à l'époque de l'université. Fin avril, les propos avaient été portés à ma connaissance, donc du vice-président de l'université Lyon 2, propos que vous avez rapportés, qui faisait l'apologie de Hassan Nasrallah. J'ai considéré que c'était, de mon point de vue, une forme d'apologie du terrorisme, et de ce fait, j'ai fait un article 40. J'ai demandé au recteur de porter un article 40. Je constate que ce vice-président a démissionné de ses fonctions 10 jours plus tard. Donc, ce que je veux dire, c'est nous avons été assez fermes sur ces questions. Maintenant, s'agissant des suites que vous mentionnez, c'est le temps de la justice qui est forcément un peu décalé par rapport au temps politique et au temps de l'indignation. Et donc, il faut maintenant attendre les résultats, effectivement, de l'enquête qui est en cours. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Odoul. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, malgré la fermeté la plus absolue que vous affichez et que vous exprimez devant nous aujourd'hui, force est de constater que nos universités, les universités françaises, bon nombre d'entre elles sont devenues des zones de non-droit et même des zones d'un autre droit, celui de l'islamo-gauchisme. Monsieur le rapporteur a parlé et a rappelé les tristes événements de l'université de Paris 8. Ma collègue Caroline Yadan a évoqué ceux de Lyon 2. Je vais vous parler de Lyon 3, puisqu'il y a quelques jours, sur Instagram,
un groupe d'étudiants, le Lyon 3, a été identifié avec un sondage inquiétant et nauséabond. Sondage « Qui aime les Juifs ?», avec comme réponse « Pas moi, je leur tire dessus ». Alors, première question, est-ce que ces étudiants ont été identifiés? Est-ce qu'ils ont pu être détectés? Quelles seront les suites et les éventuelles sanctions? Ensuite, je voulais vous alerter sur une enquête du magazine Valeurs Actuelles concernant l'université de la Sorbonne Paris-Nord à Villetaneuse. L'enquête a révélé une multiplication d'étudiantes voilées, du prosélytisme affiché sur les murs, des prières dans les couloirs, des repas halal venant concurrencer ceux du Crous. Là aussi, quelle est la réponse de l'État et de votre ministère? Et puis, quelques questions concernant justement cette implantation de l'islamisme et cette banalisation de l'antisémitisme. Est-ce que vous considérez que la tournée des facs de la part de certains députés d'extrême gauche a tendance à jeter de l'huile sur le feu et à favoriser la propagation ou l'infiltration de ces messages? Est-ce que vous considérez également que la multiplication de provocations liées au drapeau palestinien favorise un endoctrinement politique lié à l'islamo-gauchisme, à cette idéologie? Est-ce que vous considérez qu'il faudrait peut-être, compte tenu de la situation qui est extrêmement alarmante et du symbole que représente ce drapeau, qui n'est ni un emblème national aujourd'hui, mais qui est l'étendard de tous ceux qui détestent les Juifs et détestent l'État d'Israël, est-ce qu'il serait bon et utile de bannir ce drapeau dans les enceintes des universités françaises? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Donc beaucoup de remarques. Peut-être un point sur lequel je me permets d'exprimer une forme de désaccord. Est-ce que les universités sont devenues des zones de non-droit? Non, je pense qu'on peut pas. Pardon, je crois vraiment que c'est pas le cas. Est-ce que par contre, on a effectivement des actes qui sont condamnables et qui doivent être condamnés et qui doivent faire l'objet de procédures disciplinaires, d'enquêtes, etc. Oui, bien sûr, et d'actions en justice, bien sûr, mais je ne crois pas que les universités, je ne reprendrai pas ce propos à mon compte. Je voudrais aussi insister sur le fait, s'agissant de Lyon 3 et de l'abominable questionnaire que vous mentionnez, que j'ai condamné évidemment, là aussi, je voudrais souligner la réaction assez exemplaire du président de l'université de Lyon 3 sur cette question. Il me semble, de mémoire, que le groupe d'étudiants en question, c'était des étudiants, de jeunes étudiants de L1 de droit. Voilà. J'insiste sur le... Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que cette même question s'était posée aussi à Paris 1, aussi c'était de très très jeunes étudiants qui étaient là. J'insiste sur le fait que on voit des phénomènes et des prises de position scandaleuses, honteuses, illégales, voire qui sont scandaleuses de très très jeunes adultes et de très jeunes étudiants qui viennent d'arriver à l'université. S'agissant de Paris 1, quelques jours ou quelques heures depuis leur inscription. Ce que je veux dire, c'est que on peut pas dire que c'est l'université qui les a rendus comme ça. Enfin, je veux dire, le problème est bien plus profond, bien plus sérieux que ça. Je ne nie pas du tout les difficultés qu'on peut avoir, nous, dans nos établissements, mais je pense que le problème est bien plus profond que ça. Donc, c'était un petit peu général. Alors, s'agissant de Paris 13, moi, je voudrais rappeler 2 ou 3 points. D'abord, les principes de neutralité du service public, à la fois de la présidence de l'université, de tous les agents publics, évidemment, y compris les doctorants qui sont derrière. Et puis la liberté pour les usagers, contrairement à l'école. Les signes qui sont les signes religieux à l'école qui sont interdits sont autorisés à l'université.
Et en particulier, le voile est autorisé à l'université. Et la raison derrière, elle s'explique de manière assez simple. C'est qu'on a affaire à des adultes qui sont des adultes qui ont leur liberté de conscience religieuse, leur liberté de conscience politique, et qui donc derrière, évidemment, enfin, c'est pas la même chose que des jeunes qui sont au collège ou au lycée, ou et qui quelque part sont pas sont pas des adultes et ils sont encore en pleine formation. Pour autant, évidemment, le voile intégral, il est interdit là comme partout ailleurs dans l'espace public, et en particulier si on voit aujourd'hui des gens qui ont un voile avec un masque chirurgical en plus, eh ben, effectivement, il faut rappeler que ça, c'est interdit. Et c'est vrai. Mais en tout cas, c'est vrai. J'ai vu des images comme vous. C'est vrai dans d'autres endroits aussi. Et je veux dire qu'il faut avoir, quelque part, rappeler simplement qu'aujourd'hui, le cadre légal ne permet pas ça. Donc, il faut le dire. Et il faut le redire. Voilà. Mais encore une fois, le droit, par contre, d'expression, de port de signes religieux qui sont rappelés, qui sont autorisés à l'université, et le droit aussi d'exprimer ses opinions politiques, d'en débattre, etc. Tout ce cadre-là, pour les étudiants, il est garanti par la loi. Et il faut, je crois, que ça fait partie de leur liberté, de la liberté de débat. Vous avez le droit de venir à l'université avec vos convictions religieuses, vos convictions politiques. Vous n'avez pas le droit de les imposer à vos camarades, mais vous avez le droit d'en débattre. Et il faut que ce soit un lieu de débat, il faut que ce soit un lieu de discussion, je crois. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui, et ça correspond aussi à quelque chose auquel je crois profondément. J'ai envie de dire, ce qui est fondamental derrière, là aussi, c'est la libre appréciation du président de l'université, savoir s'il peut le faire, s'il ne peut pas le faire. Moi, je suis attentif au fait qu'il y ait pluralité. Je pense que c'est important de le rappeler, et qu'il puisse y avoir aussi une forme de débat. Je veux dire, là aussi, l'université, ça doit être le cadre de débat. Est-ce que derrière, votre question est très politique, derrière, et je ne suis pas sûr que le cadre de la commission d'enquête soit parfaitement adapté, mais la question derrière est de savoir, est-ce qu'il y a des partis politiques qui cherchent effectivement à augmenter la température sur les campus? La réponse est oui. Le micro, chers collègues, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur le ministre. La dernière question concernant le drapeau palestinien, qui est instrumentalisé et qui aujourd'hui est un vecteur de violence, de haine à l'endroit de nos compatriotes de confession juive. De position sur cette question-là, en particulier dans le cadre d'une commission d'enquête sur cette discussion aujourd'hui. Moi, ce que je veux rappeler, c'est je considère qu'un de mes rôles et une partie très importante de l'énergie que j'ai pu mettre ces derniers mois, enfin depuis ma prise de fonction comme ministre, c'est bien de lutter contre tous les phénomènes d'antisémitisme à l'université. Et c'est ça qui me semble être fondamental. Merci, monsieur le ministre. Madame Yalland, vous aviez encore une question. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Louis Voici à Sciences Po a considérablement serré la vis suite aux événements que l'on connaît, exclusion, réforme des admissions, modification du règlement intérieur de l'établissement, donc une méthode musclée qui a fait de l'effet, et avec une intransigeance absolue sur l'antisémitisme, en faisant passer en fait l'excellence avant le militantisme et en ne pas hésitant à procéder à plusieurs exclusions. Il a, sauf erreur de ma part, écrit une sorte de vade-mecum sur la méthode qu'il avait employée à destination de collègues qui voudraient éventuellement l'utiliser. Est-ce que cette méthode appliquée à Sciences Po pourrait, le cas échéant, faire l'objet d'une circulaire de votre part, puisque la crainte que l'on a, et à mon avis cette crainte est fondée, c'est que si aujourd'hui la problématique concerne une dizaine, comme vous l'avez dit, 10-15 universités sur 70, c'est que un sentiment d'impunité s'empare des futures universités qui voudraient, le cas échéant, suivre cet exemple. Voilà, est-ce que une réponse ferme prenant les méthodes de Louis Voici dans le cadre d'une circulaire, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable? Et dans la négative, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre à envisager?
Merci, Monsieur le Ministre. Oui, absolument. D'abord, je soutiens pleinement le positionnement ferme de Louis Vassy. C'est ça, il exerce ça dans le cadre de son établissement, avec les règles qui sont spécifiques à son établissement, qui ne sont pas forcément exactement les mêmes que celles qui s'appliquent aujourd'hui aux universités. Donc le cadre n'est pas forcément exactement le même, mais soyons très clairs, je reviens sur la loi Lévy-Fialaire qui a été, qu'on a travaillé avec la représentation nationale et avec le Sénat, évidemment, sur en particulier le renforcement des dispositifs, qui sont des dispositifs de sanctions disciplinaires, pour donner au libre choix du président de l'université la capacité à aller quelque part mobiliser des commissions qui sont des commissions en dehors de l'établissement, avec quelque part des délais de réaction qui sont des délais de réaction plus rapides et plus distanciés par rapport aux événements, et donc derrière des capacités de sanction qui sont aussi beaucoup plus efficaces. C'est bien aussi exactement dans cette même idée et cette même direction. Et je crois que ce qui est fait aujourd'hui à Sciences Po, et encore une fois, je pense que c'est bien de souligner cet exemple, c'est à la fois des dispositifs de formation vis-à-vis des étudiants, et je pense que c'est très efficace. J'ai eu l'occasion d'en discuter plusieurs fois avec Louis Vassy, d'une part, et puis d'autre part, c'est aussi des dispositifs qui sont des attitudes qui sont aussi plus fermes, en laissant moins passer de choses. Et je pense qu'on est bien dans cette logique-là. Et c'est bien, moi, ce que aussi, quand je réunis les présidents d'universités qui sont des universités concernées, et je les ai réunis à plusieurs reprises depuis que je suis ministre, c'est bien dans cette logique-là qu'on travaille. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a derrière, les présidents d'université sont vraiment conscients des enjeux et sont quand même mobilisés sur ces questions-là, dans la diversité des approches des uns et des autres, mais ils sont mobilisés. J'insiste aussi sur le fait qu'on dit une dizaine d'universités, c'est souvent en fait quelques départements au sein de ces mêmes universités qui sont très très soumis à cette tension aujourd'hui. Donc il y a un effet, et encore une fois, quand on a des incidents, quand on a des actes antisémites, quand on a des propos d'apologie du terrorisme, c'est abominable et il faut les condamner de manière extrêmement ferme et extrêmement claire. Je crois que j'ai été clair sur le sujet et puis je l'ai démontré. Je suis attentif aussi à un effet de loupe très fort en fait sur le monde universitaire. Et ce que je veux dire, c'est que l'université ne se résume pas, mais vraiment pas du tout, à ce qu'on a pu voir dans un amphithéâtre et qui était abominable un jour. Je veux dire, c'est pas ça l'université. L'université, c'est la liberté, c'est le débat public, c'est le fait d'avoir des points de vue qui se confrontent, des personnalités qui se construisent, qui se forment au travers du débat. Et c'est bien ça qui est porté aujourd'hui, je crois, par les présidents et par les directeurs d'établissement. Merci, Monsieur le rapporteur, pour une dernière question. Merci, Monsieur le Président. Oui, une dernière question pour conclure. Je voudrais revenir sur la problématique de formation des étudiants, des élèves en général. Ma collègue Caroline Yadan l'a évoqué tout à l'heure. Vous parlez d'antisémitisme. Finalement, on porte à croire que l'ignorance est un moteur de haine absolument puissant. Ce qui se passe dans les universités, ce qu'on observe aussi à l'extérieur, c'est-à-dire lors de ces manifestations pro-Palestine où des étudiants qui sont dans nos universités sortent dans la rue, fréquentent des organisateurs quelquefois peu recommandables en séquençant par une fusion de différents combats qui pourraient paraître antagonistes. Alors eux viennent souvent dans le cadre du problème de Gaza pour défendre une cause qui peut être légitime, mais quand on interroge ces étudiants au sein de ces manifestations, on se rend compte qu'il y a une ignorance absolument galopante. Ils sont incapables de définir le sionisme, ils sont incapables d'appréhender la complexité finalement du conflit israélo-palestinien qui n'est pas nouveau. Finalement, est-ce que tout ça n'est pas le constat d'une défaillance totale, d'un échec total de l'État et de notre système éducatif? Parce qu'on a quand même des gamins qui arrivent à la fac, qui sont passés par le secondaire,
et qui sont dans l'incapacité de faire la part des choses sur une problématique de géopolitique, mais qui n'est pas nouvelle et qui, depuis fort longtemps, excite les passions. Est-ce que finalement, il n'y a pas là le signe d'une défaillance de notre système éducatif? Comment peut-on le renforcer? Est-ce qu'il faut mettre en place des formations particulières sur ces sujets pour éclairer un petit peu nos gamins et pour éviter qu'ils soient si faciles à manipuler et endoctriner pour défendre des causes qui sont totalement incompatibles avec les valeurs de notre République? Monsieur le ministre. Non, mais ce constat que vous posez, j'ai pu le constater aussi. C'est-à-dire, on voit effectivement des mobilisations qui sont des mobilisations très fortes, très expressives. Je parle de celles qui sont légales, évidemment, hein, mais qui restent dans le cadre et où parfois les sous-jacents ou la compréhension, effectivement, de la complexité de ce qui est l'histoire, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe aujourd'hui, manque cruellement. Il y a possiblement effectivement des sujets qui sont même en amont de l'université, puisque ces questions sont au programme, dans les programmes scolaires, hein, sauf erreur de ma part, sont au programme scolaire, et donc effectivement ça peut poser évidemment question, et je pense qu'il faut qu'on y travaille, au sein des universités. Encore une fois, il y a des modules spécifiques qui sont intégrés aujourd'hui, qui doivent être intégrés sur les questions de lutte contre l'antisémitisme, et donc derrière une partie de ces questions, mais aussi sur le racisme, pour les étudiants qui sont les étudiants qui vont siéger dans les composantes. Est-ce qu'il faut aller plus loin et de manière plus large? Comme je le disais tout à l'heure, j'y suis plutôt ouvert. Après, je voudrais rappeler aussi que le 4 juillet dernier, je me suis rendu au séminaire national de formation des référents racisme et antisémitisme, justement, qui s'est tenu pour la première fois, à ma demande, au mémorial de la Shoah. J'ai souhaité que nos équipes et celles du mémorial, elles travaillent ensemble, justement, sur des ressources pédagogiques qui permettraient de rendre disponibles des modules et du matériel de formation au plus grand nombre. C'est-à-dire, quelque part aussi diffuser, quelque part simplifier l'effort des différents établissements. Mais cette question de la formation à la complexité du monde, elle est essentielle. Elle est essentielle. Monsieur le ministre, il me reste à vous remercier, mesdames et messieurs, pour votre participation à cette audition. Si vous en êtes d'accord, vous pourrez compléter par écrit le questionnaire que nous vous avions transmis, mais également avec les éléments que nous avons évoqués au cours de cette audition. Mes chers collègues, je vous remercie. Nous nous retrouverons à 14h pour une table ronde réunissant des ambassadeurs. La séance est levée.